Que ma fille ait rasé la tête de sa sœur pendant son sommeil, la veille du bal de promo, c'est probablement la chose la plus incroyable qu'elle ait jamais faite. J'ai été tirée du lit en sursaut par les hurlements stridents de Kayla, mon ado. J'ai couru jusqu'à sa chambre et je suis restée clouée sur place. Elle était chauve, complètement chauve, ses cheveux blonds éparpillés partout sur l'oreiller. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, m'expliquant que c'était sa petite sœur Reese qui avait dû lui raser la tête pendant qu'elle dormait. Elle s'est traînée jusqu'à la salle de bain, s'est regardée dans le miroir, et là, ça a été le drame, elle s'est mise à hurler de plus belle. Le bal était dans 8 heures à peine. Elle devait être la grande favorite pour la couronne. Et voilà que tout s'écroulait. « Où est Reese ?» ai-je lancé, et mon mari l'a trouvée assise sur son lit, en pyjama licorne, la tondeuse de son père posée bien en évidence sur la table de chevet. « Reese, qu'est-ce que t'as fait ?» ai-je demandé, en essayant de ne pas m'emporter pendant que Kayla sanglotait dans la salle de bain. « Il fallait l'empêcher d'aller au bal », a répondu Reese d'une petite voix, celle qu'elle prend quand elle sait qu'elle a fait une grosse bêtise mais qu'elle se persuade d'avoir bien agi. C'était mon bébé, celle qui se glissait encore dans le lit de Kayla quand il y avait de l'orage. La même petite qui avait appris à faire du vélo avec sa sœur l'été dernier, qui la suivait partout, sans jamais se lasser de poser 1000 questions. Jamais je n'aurais cru qu'elle irait jusqu'à saboter la soirée de sa sœur de cette façon. Avant même que j'ai eu le temps de reprendre mes esprits, la sonnette a retenti. Steven, le petit ami de Kayla, est arrivé comme chaque samedi matin. Il est monté d'un trait, parlant de couleur de boutonnière, puis il s'est figé en voyant Kayla, le crâne nu. « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux ?» a-t-il demandé, l'air tout de suite inquiet. « Pleure pas, chérie, on va arranger ça. On trouvera une belle perruque, tu seras la plus jolie du bal. C'est promis. » Kayla redoublait de larmes, tandis que Steven la prenait dans ses bras, me jetant un regard noir comme si tout cela était de ma faute. « C'est Reese qui a fait ça? Je l'ai toujours trouvé bizarre, cette gosse. C'est limite de l'agression, Madame Adams. » À ce moment-là, Reese est apparue dans l'embrasure de la porte, toujours en pyjama licorne. « J'ai coupé tous ses cheveux pour pas qu'elle aille au bal avec toi, parce que t'es méchant avec elle. »« Reese !» ai-je crié, mais elle a continué avec la détermination candide des enfants. « Tu fais du mal à ma sœur tout le temps. Je vois les marques violettes sur ses bras, là où tu la serres trop fort. » Un froid glacial a instantanément envahi la salle de bain. Steven a éclaté de rire, mais c'était forcé. Les enfants, ils inventent n'importe quoi, Madame Adams. Dis-lui, Kayla. Dis à ta mère que je suis gentille avec toi. Kayla détournait les yeux, incapable de soutenir nos regards. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai pris des photos avec le téléphone de maman pendant que Kayla dormait, a ajouté Reese, de plus en plus assuré. Tu la pousses contre les murs, tu la frappes au ventre là où personne peut voir, et après tu lui offres des cadeaux pour qu'elle dise rien. J'ai saisi mon téléphone, les mains tremblantes, et ouvert la galerie. Les photos étaient là. Des gros plans des bras de Kayla, marqués d'échymoses en forme de doigts, ses côtes couvertes de taches violacées. L'estomac noué, j'ai murmuré « Mon Dieu, Kayla, c'est vrai ?» Le visage de Steven s'empourprait. Ça peut venir de n'importe quoi, elle fait du sport, c'est ridicule. Je dépense des centaines d'euros pour elle. Je l'emmène au bal en limousine. Mon mari est apparu à la porte, le visage tendu, jetant un œil par-dessus mon épaule à l'écran du téléphone. « Kayla, ma chérie, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» ai-je demandé d'une voix brisée. Steven serrait Kayla contre lui comme un forcené. « On s'en va tout de suite. C'est du grand n'importe quoi. Habille-toi, Kayla. Elle ne pourra pas sortir si elle a trop honte de sa tête. » a répliqué simplement Reese. C'est pour ça que j'ai tout coupé pendant qu'elle dormait. Comme ça, elle reste à la maison, en sécurité. Steven, sentant le vent tourner, a tenté d'adopter un ton mielleux. Reese, parfois, avec Kayla, on s'amuse un peu fort. C'est tout. C'est pas de la violence. C'est juste qu'on s'aime fort. Tu es trop petite pour comprendre les histoires de grands. Mon mari a pénétré dans la salle de bain et a ordonné « Lâche ma fille ». « Mais c'est toi qui as fait ça, monsieur », a lancé Reese. Tous les regards se sont tournés vers elle. Elle a sorti son petit magnétophone rose, celui dont elle se sert pour jouer à la présentatrice radio, et a appuyé sur lecture. La voix de Steven a retenti, métallique certes, mais limpide. C'était bien lui, la veille, alors qu'il attendait dans le salon que Kayla se prépare. Ouais, demain soir au bal. Je vais la faire boire à la fête chez Jake, et cette fois, elle pourra pas dire non. J'ai déjà ce qu'il faut pour son verre. C'est mon frère qui me l'a filé. Faut que je la coince avant la fac, tu piges? Y a rien de tel qu'une grossesse pour garder une fille près de soi. J'ai cru que j'allais m'effondrer, là, sur le carrelage froid. Kayla a poussé un cri déchirant, inhumain. Elle a voulu s'éloigner de Steven, mais il la retenait encore plus fort. « C'est un montage », a balbutié Steven, la sueur dégoulinant sur son front. « Vous êtes tous cinglés. C'est même pas ma voix. Cette famille est dingue. Tu voulais droguer ma fille ?» ai-je soufflé, paralysée par la rage. « Tu comptais t'en prendre à mon bébé ?» Steven a enfin lâché Kayla. Il a reculé vers la porte, mais mon mari lui a barré la route, fermement. Je voyais sa mâchoire serrée, son regard noir sur ce garçon qui avait fait tant de mal à notre enfant, Dieu sait depuis combien de temps. « Je vous conseille de pas faire ça », a tenté Steven, cherchant à paraître menaçant, mais sa voix tremblait comme celle d'un gamin. « Mon père est avocat. Si vous me touchez, je détruis votre famille. » Mon mari s'est avancé d'un pas. Steven s'est plaqué contre le mur, paniqué, cherchant une échappatoire. Mais tout à coup, il s'est calmé, il a fixé mon mari droit dans les yeux et a lancé d'une voix glaciale « Je vous promets que vous n'avez pas envie de faire ça, monsieur Adams, et je crois que vous savez très bien pourquoi. » Le visage de mon mari s'est décomposé, la couleur a disparu de ses joues, et ses mains se sont mises à trembler. Steven affichait un sourire suffisant,
sûr de lui. Je sentais tout le corps de mon mari se tendre et un froid terrible s'installer en moi. Steven savait quelque chose, et quoi que ce soit, ça semblait terrifier mon mari. La salle de bain était vraiment trop exiguë avec tout le monde entassé, et j'entendais derrière moi la respiration hachée de Kayla. Mon mari a reculé d'un pas, et le sourire de Steven s'est agrandi. Je me suis glissée entre eux, mon téléphone serré dans une main qui tremblait. J'ai enclenché l'enregistrement et brandi l'appareil de façon bien visible pour que Steven voie la lumière rouge clignoter. Ma voix sonnait plus ferme que je ne me sentais en réalité lorsque je lui ai ordonné de quitter notre maison sur le champ. Sinon, j'appelais la police. Il s'est contenté de ricaner, puis a lancé que son père nous ferait payer sa chair, ajoutant qu'on n'imaginait pas à qui on avait affaire. Il a brusqué mon mari, le projetant contre le mur. J'ai continué de filmer pendant que Steven dévalait les escaliers en faisant exprès de faire tomber les cadres photos accrochés au mur. Mon mari s'est précipité à sa suite, me laissant avec les filles qui, toutes les deux, étaient en larmes. J'entendais Steven hurler des menaces de procès et d'avocats depuis le rez-de-chaussée. La porte d'entrée a claqué si violemment que la maison en a tremblé. Puis, dehors, le moteur de sa voiture a vrombi. Les pneus ont crissé sur le gravier. Il a filé comme un fou, bien trop vite pour une rue aussi tranquille. Mon mari est remonté, encore livide, et nous a retrouvés tous regroupés dans la salle de bain. Il a estimé qu'il valait mieux qu'on aille dans la chambre parentale pour parler au calme. On a traversé le couloir, et une fois dans la chambre, il a verrouillé la porte derrière nous. Kayla s'est assise sur le lit, toujours en pyjama, son crâne nu reflétant la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. Rhys l'a rejointe et lui a pris la main. Je suis restée debout, les yeux fixés sur mon mari, et je lui ai demandé ce que Stephen avait contre lui. Il s'est laissé tomber lourdement au bord du lit, le visage enfoui dans ses mains. Après un long silence, il a levé la tête et expliqué qu'il y a 2 semaines, il avait remarqué des bleus sur le poignet de Kayla pendant le dîner. Le lendemain, il s'était rendu à l'école pour demander des comptes à Stephen. Il l'avait trouvé sur le parking après l'entraînement de baseball, lui avait saisi le col, l'avait plaqué contre sa voiture et menacé de s'en prendre à lui s'il touchait encore Kayla. Stephen avait filmé toute la scène, menace comprise, sur son téléphone, et il avait aussitôt fait écouter l'enregistrement à mon mari, affirmant que s'il recommençait, il transmettrait la vidéo à la police pour porter plainte pour agression. Mon mari racontait tout ça, la voix pleine de honte. La colère et la peur me montaient à la gorge à m'en couper le souffle. J'ai dit à mon mari qu'il fallait prévenir la police immédiatement, tout raconter, aussi bien les violences que l'histoire de la drogue. Il a acquiescé, mais a avoué redouter que l'enregistrement de Stephen ne se retourne contre lui. Il a ajouté que le père de Stephen était effectivement avocat, et du genre redoutable. Kayla a alors craqué, sanglotant qu'elle ne voulait pas que son père ait des problèmes à cause d'elle, répétant sans cesse que tout était de sa faute, qu'elle n'aurait jamais dû sortir avec Stephen. Rhys s'est blotti contre elle, lui entourant le cou de ses bras, et lui a dit d'une voix étonnamment grave pour son âge que rien de tout cela n'était de sa faute, que ce sont les mauvaises personnes qui font de mauvaises choses, et que la responsabilité leur appartient, pas à ceux qui subissent. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de la police pour signaler la situation. Pendant que toute la famille se serrait sur le lit, l'opératrice a décroché. Je lui ai expliqué que nous devions signaler des violences domestiques et une agression préméditée. Ma voix tremblait alors que je détaillais les bleus et l'enregistrement où Stephen évoquait le projet de droguer ma fille. L'opératrice m'a assuré qu'un agent serait envoyé au plus vite pour recueillir nos témoignages et m'a demandé si on se sentait en sécurité à cet instant. J'ai répondu que oui, même si le garçon venait de partir en proférant des menaces. Elle nous a conseillé de rester enfermés à l'intérieur jusqu'à l'arrivée de la police. En attendant, j'ai demandé à Kayla de me montrer son téléphone avec les messages de Stephen. Elle l'a déverrouillé, les mains tremblantes, et me l'a tendu. Tous les SMS étaient là, remontant à des mois, des messages où il lui dictait quoi porter, à qui parler. Il y avait quelque chose de troublant à voir à quel point Rhys avait accumulé de preuves. Les photos sur mon téléphone, ce dictaphone avec la voix de Stephen. Je me suis demandé pourquoi une fillette de 8 ans avait ressenti le besoin de rassembler des preuves comme une petite enquêtrice, au lieu de simplement nous dire ce qu'elle voyait. Il y avait aussi des excuses après l'avoir blessée, où il rejetait la faute sur elle. Des menaces sur ce qu'il lui ferait si elle essayait de le quitter. Un message m'a glacé le sang. Il lui affirmait que s'ils se séparaient, il ferait en sorte que tout le lycée sache qu'elle ne valait rien. Un autre disait carrément qu'elle lui appartenait et qu'elle ferait bien de s'en rappeler. Il y en avait des centaines, et chacun me donnait un peu plus envie de vomir. J'ai commencé à faire des captures d'écran de tout et à me les envoyer pour garder une trace. Kayla me regardait, les larmes coulant sur les joues, n'arrêtant pas de s'excuser. Mon mari l'a serrée contre lui répétant qu'elle n'avait rien à se reprocher, que c'était à nous de voir les signaux et de mieux la protéger. Rhys a ajouté qu'elle essayait de nous alerter depuis des semaines, mais qu'on croyait qu'elle était simplement jalouse de l'attention que Stephen recevait. J'ai repris mon téléphone et dit à Kayla qu'il fallait photographier tous ces bleus pour les preuves. Elle a acquiescé, puis a soulevé lentement son t-shirt, laissant apparaître des marques violacées sur ses côtes qui m'ont retourné l'estomac. J'ai pris photo après photo, veillant à ce que tout soit bien net et daté. Lorsqu'elle s'est retournée, d'autres bleus marqués à son dos, certains jaunis et en train de disparaître, d'autres encore frais et sombres. Mes mains tremblaient pendant que je documentais chaque trace, tandis qu'elle restait là, en soutien-gorge, tête baissée. 20 minutes plus tard, la sonnette a retenti et 2 policiers sont montés dans la chambre après que je leur ai ouvert. Je leur ai d'abord fait écouter l'enregistrement où l'on entendait Stephen parler de droguer Kayla à la fête de Jake. Le policier le plus jeune s'est immédiatement tendu en l'écoutant
et a demandé une copie sur le champ. Ils ont pris des notes pendant que Kayla montrait ses bleus et que je leur faisais défiler tous les messages de contrôle sur son téléphone. Les policiers ont prévenu qu'un inspecteur arriverait d'ici 1 heure, vu la gravité des faits et le fait qu'il s'agissait d'une agression préméditée sur une mineure. Nous sommes restés en bas, à attendre pendant qu'ils passaient des coups de fil et s'occupèrent de la paperasse. L'inspectrice Nora Gomez est arrivée au bout de 45 minutes, en jean et veste, l'air de quelqu'un qu'on vient de tirer de son week-end. Elle s'est présentée, précisant qu'elle était spécialisée dans ce type d'affaires, puis a souhaité nous entendre séparément. Elle a commencé par Kayla, qu'elle a emmenée à l'étage, dans sa chambre, pendant que nous patientions dans le salon. J'entendais le murmure de leur voix, sans discerner ce qui se disait, et l'entretien a duré près d'1 heure. Quand ce fut mon tour, je suis montée avec tout ce qu'il fallait, mon téléphone et les photos, le dictaphone de Rhys, les captures d'écran des messages de Stephen. L'inspectrice Gomez a tout examiné avec une attention minutieuse et m'a félicité d'avoir pensé à tout documenter et d'avoir prévenu si vite. Elle m'a interrogée sur la famille de Stephen et j'ai expliqué que son père, Julian Franks, était avocat dans un gros cabinet du centre-ville. Elle a noté l'information et voulu savoir si Stephen nous avait déjà menacés avant ce jour. Je lui ai raconté qu'il m'avait menacé de détruire notre famille si mon mari osait le toucher. Elle a ensuite entendu mon mari, qui a reconnu avoir attrapé Stephen par le col 2 semaines plus tôt au lycée, après avoir vu de nouveaux bleus sur le poignet de Kayla et, emporté par la colère, l'avoir menacé pour qu'il reste loin d'elle. L'inspectrice Gomez a dit comprendre la réaction d'un père, même si ce n'était pas idéal, et a promis de le préciser dans son rapport. Quand Rhys a été interrogée, notre petite s'est redressée, très sérieuse, et a expliqué pourquoi elle avait rasé la tête de Kayla. Elle savait que ce n'était pas bien, mais voulait protéger sa sœur de ce mauvais petit copain qui risquait de lui faire encore plus de mal au bal de promo. L'inspectrice a esquissé un sourire et a dit à Rhys qu'elle avait fait preuve de beaucoup de courage en voulant protéger sa sœur, même si couper les cheveux n'était pas la meilleure solution. Madame Gomez nous a conseillé d'emmener Kayla aux urgences au plus vite, pour que le personnel médical puisse constater et documenter ses blessures. Elle m'a tendu sa carte, disant qu'elle nous tiendrait informés de la suite et précisant qu'elle allait interroger Stephen et sa famille. Nous avons pris la voiture pour l'hôpital, dans un silence pesant, sauf Rhys qui demandait si elle allait aller en prison pour avoir coupé les cheveux de Kayla. Aux urgences, on nous a pris en charge sans délai après que j'ai expliqué que nous venions pour des violences familiales. Le médecin, une femme très douce, a parlé calmement à Kayla pendant l'examen, mesurant chaque bleu à la règle, pendant qu'une infirmière prenait des photos. Kayla m'a broyé la main lorsque les questions sont arrivées sur les hématomes au ventre et qu'elle a dû expliquer que Stephen la frappait là pour que ça ne se voit pas. Ils ont procédé à l'examen complet et relevé 17 bleus à des stades de cicatrisation différents. L'infirmière nous a remis des copies de tous les documents, pour nous et pour la police. Une assistante sociale est venue pendant que nous attendions les papiers de sortie avec une pochette remplie de brochures sur les ressources pour les victimes de violences. Elle a expliqué que l'hôpital était tenu de signaler ces faits aux autorités, ce que nous avions déjà fait, et elle nous a orientés vers des thérapeutes et des groupes de soutien. Elle a discuté avec Kayla pour lui expliquer comment rester en sécurité et ce qu'il faudrait faire si Stephen tentait d'entrer en contact. Nous étions en train de signer les papiers quand le téléphone de mon mari a sonné. Julian Franks s'est affiché. Il a décroché et mis le haut-parleur, sans dire un mot. La voix de Julian a éclaté furieuse. « Vous allez payer pour ces accusations mensongères contre mon fils. Je vais vous poursuivre pour tout ce que vous possédez, pour agression et diffamation. » L'assistante sociale a ouvert de grands yeux et sorti son téléphone pour enregistrer la suite, pendant que Julian répétait que nous allions le regretter. Mon mari a fini par répliquer « Nous sommes à l'hôpital. On fait constater les violences de Stephen. » Puis il a raccroché. L'assistante sociale a précisé qu'elle ajouterait cet enregistrement au dossier, comme preuve de tentative d'intimidation. Nous avons quitté l'hôpital vers midi et sommes rentrés, sans un mot, sauf Rhys qui demandait si Stephen allait en prison. Mon mari surveillait les rétroviseurs, comme s'il craignait d'être suivi. En arrivant dans notre rue, j'ai tout de suite remarqué la voiture noire de Stephen, garée face à la maison, moteur tournant, immobile. Mes mains tremblaient, tandis que je composais le numéro du détective Gomez inscrit sur sa carte. Elle a décroché au 2e appel et nous a dit de passer notre chemin, de nous garer dans un endroit sûr, le temps qu'elle envoie une patrouille. Nous nous sommes arrêtés sur le parking du supermarché à 2 rues de là, et nous avons attendu. 10 minutes plus tard, elle nous rappelait. Les policiers étaient devant la maison, on pouvait rentrer. 2 voitures de police barraient la route à Stephen. Un agent discutait à sa fenêtre, bloc-notes à la main, pendant que Stephen restait assis, bras croisés, l'air sombre. L'agent est venu nous expliquer que Stephen prétendait simplement passer dans le quartier, mais qu'il avait été averti de ne plus approcher notre maison, ni aucun membre de la famille. Ils ont pris des photos de sa voiture pour compléter le dossier. Stephen est parti en trombe dès qu'ils l'ont laissé filer, et les policiers sont restés jusqu'à ce que nous soyons bien rentrés. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Maddie Coleman, du service de conseil du lycée, qui voulait prendre des nouvelles de Kayla.
Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé et voulait voir comment aider. Je peux organiser l'envoi des devoirs à la maison pour que Kayla ne prenne pas de retard tant qu'elle ne se sent pas prête à revenir. Je l'ai remerciée. C'était vraiment une bonne idée, car Kayla n'était pas en état d'affronter l'école. 1 heure plus tard, le détective Gomez a rappelé avec des nouvelles. Elle avait retrouvé Jake et l'avait questionné sur ce qui était prévu pour la fête après le bal de promo. Jake, complètement stressé, a fini par craquer et a avoué que Steven lui avait demandé de veiller à ce que les verres de Kayla soient particulièrement corsés ce soir-là. Steven lui avait aussi parlé de récupérer quelque chose de spécial auprès de son frère pour y ajouter. Le détective a précisé que Jake paraissait terrorisé et qu'il coopérait à fond maintenant qu'il réalisait la gravité de l'histoire. Elle m'a également expliqué avoir mené ses recherches sur le grand frère de Steven, Tyson Grimes, déjà arrêté 3 fois pour des histoires de drogue, dont la revente de cachets à des étudiants du campus. Elle travaillait en lien avec un juge pour obtenir un mandat de perquisition du téléphone et de la voiture de Steven afin de rassembler des preuves concrètes. Le lendemain matin, une femme des services de protection de l'enfance a appelé pour annoncer qu'une visite à domicile s'imposait puisque des mineurs avaient été témoins de violences domestiques. J'ai ressenti un vrai pincement au cœur, même si, au fond, je savais qu'on n'avait rien à se reprocher. Elle a fixé la visite au lendemain, tout en précisant que c'était la procédure normale pour s'assurer que les enfants étaient bien en sécurité. La nuit a été épouvantable. Le moindre passage de voiture nous faisait sursauter. Mon mari s'est levé à 3 reprises pour vérifier les verrous sur toutes les portes et fenêtres. Aux alentours de minuit, j'ai entendu des sanglots venant de la chambre de Kayla, et j'ai découvert les 2 filles blotties dans le même lit. Rhys s'était glissée auprès de sa grande sœur, et elles se serraient fort l'une contre l'autre. Le visage de Kayla était couvert de larmes, et Rhys la consolait en lui caressant le dos, exactement comme Kayla le faisait pour elle pendant les orages. Je me suis installée au bord du lit, et je leur ai caressé les cheveux jusqu'à ce qu'elles s'endorment enfin. L'agente de la protection de l'enfance a débarqué pile à 9 heures le lendemain, armée d'un bloc-notes et avec un air grave. Elle a interrogé chaque enfant séparément dans leur chambre, pendant que mon mari et moi attendions dans la cuisine. Elle a passé près d'1 heure avec Kayla pour lui poser des questions sur la maison et savoir si elle s'y sentait en sécurité. Ensuite, elle a parlé à Rhys, qui lui a tout expliqué sur la raison pour laquelle elle avait coupé les cheveux de Kayla, et lui a même montré la fameuse photo qu'elle avait prise. À la fin, l'agente nous a souri et nous a assuré qu'on gérait la situation à merveille. Elle n'a soulevé aucune inquiétude sur notre façon d'éduquer les filles et nous a confié qu'elle était impressionnée par la manière dont elles prenaient en soin l'une de l'autre. Avant de partir, elle nous a laissé quelques brochures sur le traumatisme chez les enfants. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'une certaine Tabitha Wise, qui s'est présentée comme notre référente pour les victimes. Elle m'a expliqué qu'on pouvait demander une ordonnance de protection d'urgence pour empêcher légalement Steven de s'approcher de nous. Elle m'a détaillé toutes les démarches par téléphone et a promis de nous aider à monter le dossier avec toutes nos preuves. Rhys qui prend des photos avant de couper les cheveux, c'est du grand art à son âge. Cette gamine pense à tout, on dirait qu'elle joue aux échecs pendant que les autres sont encore aux dames. On a passé 2 bonnes heures à rassembler toutes les photos, enregistrements et certificats médicaux. Tabitha m'a confirmé que notre dossier tenait parfaitement la route et qu'un juge l'accepterait sans doute, sans hésiter. Le lendemain, une lettre recommandée est arrivée du cabinet d'avocat de Julian Frank. Mon mari l'a ouverte et je l'ai vue devenir tout rouge en la lisant. 3 pages de menaces juridiques affirmant qu'on avait agressé son fils et lancé de fausses accusations qui nuisaient à sa réputation. Il était écrit qu'on serait poursuivi jusqu'au dernier centime si on ne retirait pas notre plainte sur le champ. La lettre mentionnait aussi l'incident où mon mari avait attrapé Steven par le col à l'école, qualifiant cela d'agression sur mineur. Mon mari, les mains tremblantes, a pris en photo chaque page avant de les envoyer à la lieutenant Gomez. Elle nous a rappelé dans la foulée, estimant que c'était une preuve en or d'intimidation de témoins et qu'il fallait garder soigneusement toute autre menace éventuelle. Le lundi matin est arrivé bien trop vite et Kayla a dû retourner à l'école. Un bonnet enfoncé sur la tête pour cacher sa boule à zéro. Je l'ai accompagnée en voiture. Elle était bien trop angoissée à l'idée de prendre le bus et d'attirer les regards. À notre arrivée, le parking était déjà en ébullition et je voyais des élèves désigner notre voiture à travers les vitres. Kayla me serrait la main si fort que j'en avais mal, alors qu'on franchissait ensemble les portes de l'établissement. Les chuchotements ont démarré aussitôt. J'ai entendu une fille dire que Kayla inventait tout pour attirer l'attention. Un autre groupe s'est approché et un garçon a déclaré à Kayla qu'il la croyait et que Stephen était de toute façon un sale type. Le principal nous attendait dans son bureau avec une femme que j'ai tout de suite reconnue. Maddie Coleman du service de psychologie scolaire. Maddie nous a conduites dans son bureau et a sorti un nouvel emploi du temps pour Kayla, avec des trajets différents dans le lycée. Elle a expliqué que les surveillants seraient attentifs à la présence de Stephen et que le casier de Kayla avait été déplacé dans un autre couloir. Maddie nous a fait faire le tour de chaque nouvel itinéraire et a montré à Kayla une salle refuge où elle pourrait se rendre si elle se sentait menacée. Pendant qu'on marchait, mon téléphone a sonné. C'était la lieutenant Gomez, qui avait des nouvelles du mandat de perquisition. Ce matin-là, elle était allée voir la voiture de Stephen avec d'autres agents
agents et avait trouvé un petit sachet plastique caché sous le siège conducteur. Les cachets à l'intérieur ressemblaient fort à du rohypnol. Ils les envoyaient en urgence au labo, mais elle était presque certaine de ce qu'ils allaient retrouver. 2 heures plus tard, Stephen était menotté et emmené de chez lui sous le regard curieux de ses voisins. La lieutenant Gomez nous a rappelé pour dire qu'il avait été mis en examen pour possession de stupéfiants et complot d'agression sexuelle. Son père l'a fait libérer sous caution avant le dîner, mais au moins, cette fois, il y avait un vrai numéro de dossier et des charges officielles. 3 jours plus tard, nous voilà assis dans une salle d'audience pour demander l'ordonnance de protection d'urgence, avec Tabitha Wise à nos côtés. J'ai dû me lever et tout raconter au juge pendant que Kayla, tremblante, restait assise à côté de moi. Le juge a écouté l'enregistrement de Reese, celui où Stephen planifie de droguer Kayla, et son visage se fermait un peu plus à chaque mot. Mon mari s'est vu demander par le juge ce qui s'était vraiment passé avec Stephen à l'école, et il a tout avoué, expliquant qu'il n'avait agi que pour protéger sa fille. Le juge a dit qu'il comprenait la réaction d'un père, mais s'est surtout concentré sur le comportement abusif de Stephen, qui durait depuis des mois. L'avocat de Stephen a tenté de minimiser l'affaire, parlant d'un simple conflit d'adolescents exagéré, mais le juge n'a pas été dupe. Il a immédiatement prononcé une ordonnance de protection provisoire et fixé des conditions très strictes. Stephen n'avait pas le droit de s'approcher de Kayla à moins de 150 mètres. La semaine suivante, l'école a convoqué une commission disciplinaire pour statuer sur le comportement de Stephen sur le campus. Le proviseur a passé en revue toutes les preuves, y compris les accusations de possession de drogue et les incidents de violence dans les couloirs, puis a décidé de le suspendre immédiatement, en attendant les résultats de l'enquête pénale, et de lui interdire tout accès à l'établissement, même lors de la cérémonie de remise des diplômes. À cette annonce, le père de Stephen s'est levé en criant qu'il allait porter plainte, mais le conseil d'administration n'a pas cédé d'un pouce. Kayla, de son côté, a commencé à consulter une psychologue spécialisée dans l'accompagnement des adolescents victimes de violences conjugales. Lors des premières séances, elle pleurait sans trouver les mots pour raconter ce qu'elle avait traversé. Sa thérapeute a fait preuve de patience, et peu à peu, Kayla a réussi à se confier sur la manière dont Stephen la rabaissait constamment, sur la peur qui ne la quittait jamais, ne sachant jamais ce qui allait déclencher sa colère ou le pousser à la bousculer. La psychologue lui a expliqué que rien de tout cela n'était de sa faute, que les agresseurs étaient justement très doués pour faire croire à leurs victimes qu'elles méritaient ce qui leur arrivait. Nous avons alors entamé une thérapie familiale hebdomadaire pour apprendre à mieux nous soutenir. La thérapeute nous a expliqué que Reese avait vu sa sœur en danger et qu'elle avait agi comme elle avait pu pour la protéger. Même si sa réaction n'était pas la bonne, elle venait d'un mélange d'amour et de peur dans la tête d'une enfant. Reese a confié durant les séances qu'elle voyait Stephen s'en prendre à Kayla depuis des mois et qu'elle s'était sentie totalement impuissante. Couper les cheveux de Kayla avait été pour elle le seul moyen d'éviter que sa sœur ne sorte ce soir-là et donc de la garder en sécurité. La thérapeute nous a aidés à comprendre que les familles qui vivent ce genre de situation doivent d'abord réapprendre à communiquer. Nous avons fait l'effort d'avoir des discussions difficiles sur nos émotions, sans que personne ne soit jugé ni culpabilisé pour ce qu'il ressentait. Kayla et Reese ont commencé à faire ensemble des exercices pour partager leur peur en toute confiance, en respectant des règles d'écoute. J'ai compris que je devais être beaucoup plus attentive aux signaux que j'avais pu ne pas voir et offrir à mes enfants un espace où ils pourraient tout me dire. Mon mari, lui, a dû affronter sa culpabilité de n'avoir rien vu plus tôt et sa colère à propos de l'incident avec Stephen. La thérapeute nous a rappelé que le traumatisme touche toute la famille et que nous allions tous avoir besoin de temps pour guérir de ce que Stephen nous avait fait subir. Elle nous a donné des devoirs entre les séances, comme écrire dans un journal ou faire un tour de table chaque soir au dîner pour parler de notre journée. Ce n'était pas facile, mais je voyais Kayla recommencer à faire confiance et à retrouver peu à peu un sentiment de sécurité à la maison. 3 semaines plus tard, alors que je préparais le dîner, la lieutenant Gomez a appelé pour demander si elle pouvait passer nous donner des nouvelles de l'enquête. Elle est arrivée moins d'1 heure après, s'est installée à notre table avec son carnet, et nous a expliqué que 2 autres filles du lycée de Stephen s'étaient manifestées après avoir entendu ce qui était arrivé à Kayla. Elles ne souhaitèrent pas porter plainte, mais toutes deux ont décrit le même schéma de gestes brusques, de bousculades contre les murs, puis de cadeaux coûteux pour les faire taire. La lieutenant a souligné que leur témoignage aiderait le procureur à établir que Stephen avait déjà agi de la sorte et risquait de recommencer s'il n'était pas sanctionné cette fois-ci. Le lendemain matin, nous avons reçu un appel du parquet. Ils allaient poursuivre Stephen pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment agression, tentative d'agression sexuelle et possession de drogue en vue de les revendre. Julian Franks avait déjà engagé 3 avocats du cabinet le plus en vue de l'État, mais le procureur nous a assuré que notre dossier était solide et qu'il avait bon espoir d'obtenir une condamnation. Pendant que j'étais au téléphone, Kayla, assise à côté de moi, a entendu qu'elle pourrait être amenée à témoigner. Elle s'est immédiatement tendue. Après avoir accroché, elle laisse rester silencieuse un long moment, puis elle a dit calmement qu'elle tenait à le faire, parce qu'il était important que d'autres filles sachent qu'elles pouvaient, elles aussi, parler, et qu'elles refuseraient désormais de se laisser réduire au silence par Stephen. Mon mari, de son côté, avait ses propres soucis judiciaires après l'incident du col, et il avait consulté un avocat qui, après avoir examiné toutes les preuves, l'a rassuré. Vu le contexte, Stephen avait reconnu avoir prémédité de droguer et d'agresser Kayla. Aucun procureur sérieux ne poursuivrait un père qui avait simplement voulu protéger sa fille. L'avocat a envoyé une lettre à Julian Frank, précisant que toute nouvelle menace ou tentative de poursuite
serait désormais considéré comme du harcèlement et que nous n'hésiterions pas à porter plainte à notre tour s'il continuait. Pendant ce temps, Rhys avait commencé à voir une psychologue pour enfants 2 fois par semaine afin de mettre des mots sur tout ce qu'elle avait vu et sur la culpabilité qu'elle ressentait d'avoir rasé la tête de Kayla, même si c'était dans l'intention de la protéger. La thérapeute nous a expliqué que Rhys portait le poids du secret depuis des mois, incapable d'agir, et que c'est ce qui avait déclenché une réaction aussi extrême en apprenant les intentions de Steven pour la soirée du bal. Après quelques séances, la thérapeute nous a suggéré de nous renseigner sur un programme de justice réparatrice qui permettrait à Rhys de réparer son geste de façon saine et de mieux gérer ses émotions. Rhys a rédigé une longue lettre à Kayla pour lui présenter ses excuses, lui raconter à quel point elle avait eu peur et lui expliquer qu'elle n'avait pas vu d'autre solution pour la protéger ce soir-là. Elle a aussi commencé à faire du bénévolat dans un foyer pour femmes victimes de violences, où elle aide à trier les dons et à préparer des colis pour des enfants contraints de tout quitter en urgence. 2 mois après le début de la procédure, Stephen a enfreint l'ordonnance de protection. Ses amis ont commencé à débarquer au lycée de Kayla avec des petits mots de sa part, affirmant qu'elle lui manquait et qu'il voulait arranger les choses. La première fois, Kayla est rentrée à la maison, tremblante, et m'a montré le billet qu'un des copains de basket de Stephen avait glissé dans son casier. Nous avons tout consigné et prévenu l'inspecteur Gomez, qui a ajouté ces éléments au dossier, avertissant Stephen qu'à la moindre récidive, il serait arrêté sur le champ. Mais ça n'a pas cessé. D'autres amis déposèrent des mots dans ses livres ou tentèrent de l'aborder dans les couloirs pour la convaincre de donner une seconde chance à Stephen. À chaque fois, nous prenions des photos, faisions des signalements, et le dossier à charge ne cessait de s'étoffer, montrant clairement que Stephen ne respectait aucune limite, même sous le coup de la justice. Durant toute cette période, Kayla a rejoint un groupe de parole à l'hôpital pour les ados victimes de violences conjugales. Je me suis souvent demandé pourquoi l'inspecteur Gomez trouvait toujours pile ce qu'il fallait au bon moment. Des pilules sous un siège, 2 autres filles qui surgissent au bon moment. Tout semblait s'imbriquer de façon presque trop parfaite, au point que j'ai fini par m'interroger sur ce fameux timing. Au début des réunions, Kayla restait silencieuse, écoutant les autres raconter leur histoire, puis peu à peu, elle s'est ouverte, elle aussi. Elle s'est rapprochée d'une fille à qui son ex avait brisé le bras, ou d'une autre dont l'ex-copine l'enfermait dans un placard quand elle était en colère. Toutes savaient ce que c'est d'aimer quelqu'un qui vous fait du mal et de se sentir prisonnière du silence, de peur de passer pour une folle ou de ne pas être crue. 6 mois après ce matin où Rhys avait rasé la tête de Kayla, le procès pénal a enfin commencé au tribunal du centre-ville. L'avocat de Stephen s'est évertué à le présenter comme un garçon bien, d'une famille respectable, qui avait commis des erreurs de jeunesse, mais ne méritait pas de voir son avenir brisé pour autant. De son côté, le procureur a déroulé toutes les preuves. Les photos des hématomes de Kayla, l'enregistrement où Stephen explique à Rhys son plan pour droguer Kayla, les pilules retrouvées dans la voiture et les témoignages d'autres filles ayant eu une relation avec lui. Quand Kayla a été appelée à la barre, elle portait la robe qu'elle rêvait de mettre au bal et s'est avancée la tête haute, même si je voyais bien ses mains trembler. Elle a parlé d'une voix posée, racontant comment Stephen lui attrapait les bras jusqu'à la marquer, la plaquait contre les murs en cas de colère, ou la frappait au ventre pour cacher les bleus. Elle a décrit la peur permanente, l'incertitude face à ses colères, et comment, après chaque dérapage, il se rachetait avec des bijoux ou des fleurs, jurant qu'il l'aimait trop pour se contrôler. Le procureur lui a demandé de quitter la barre pour appeler Rhys. Ma petite Rhys s'est avancée, habillée de sa plus jolie robe rose à licorne, l'huissier baissant le micro au maximum. Elle a levé la main et promis de dire la vérité, de cette voix sérieuse que prennent les enfants quand ils comprennent l'importance du moment. Le procureur a lancé l'enregistrement et un silence pesant a envahi la salle lorsque la voix de Steven s'est fait entendre, décrivant comment il comptait faire boire Kayla et glisser quelque chose dans son verre à la fête de Jake. J'ai vu les jurés blêmir en l'entendant rire, expliquer qu'il s'arrangerait pour qu'elle ne puisse pas dire non cette fois, et qu'en la mettant enceinte, il la retiendrait avant la fac. Une jurée s'est couverte la bouche, un autre a secoué la tête, écœuré. L'avocat de Stephen a bondi, criant à la preuve illégale puisque Stephen ignorait qu'il était enregistré, mais la juge l'a sèchement coupé. Rhys avait enregistré la scène chez elle, là où Stephen ne pouvait réclamer la confidentialité, donc la preuve serait retenue. Le visage de Stephen s'est empourpré, il a chuchoté nerveusement à son avocat qui, stoïque, secouait la tête. Le procureur a demandé à Rhys pourquoi elle avait enregistré Stephen. Elle a répondu tout doucement qu'elle avait vu les bleus sur Kayla et voulait des preuves, parce que les adultes ne croisent pas toujours les enfants. 2 jours plus tard, c'était au tour de mon mari de témoigner. Je voyais ses mains trembler alors qu'il s'asseyait à la barre. Il a expliqué comment il avait découvert les bleus sur sa fille et confronté Stephen à l'école, reconnaissant l'avoir attrapé par le col, mais simplement pour protéger Kayla. Le procureur a alors démontré comment Stephen avait retourné l'incident contre nous, pour nous menacer et garder l'ascendant, dessinant ainsi le schéma d'un manipulateur. L'avocat de Stephen a tenté de faire passer mon mari pour l'agresseur, mais le jury ne s'y est pas trompé. Le 3e jour, après les témoignages de la policière ayant découvert les stupéfiants dans la voiture de Stephen et ceux de 2 autres anciennes petites amies, le jury s'est retiré pour délibérer. Nous avons attendu 4 heures dans le couloir à boire un café infect de la machine, sursautant au moindre bruit de porte.
Quand enfin on nous a rappelé, le président du jury s'est levé et a lu le verdict. Coupable sur tous les points, dont agression, tentative d'agression sexuelle et détention de produits illicites. Stephen a blêmi, sa mère a éclaté en sanglots, tandis que son père Julian restait assis, la mâchoire crispée. 3 semaines plus tard, lors du prononcé de la peine, le juge a condamné Stephen à 2 ans de centre éducatif fermé, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve, un suivi psy obligatoire et une interdiction définitive d'approcher Kayla. Julian Franks nous a coincés sur le parking, le visage rouge, menaçant de faire appel et de lancer une procédure civile, jurant qu'on avait détruit l'avenir de son fils pour une amourette d'ado. Mon mari s'est avancé calmement et lui a lancé, d'une voix froide, « Votre fils est un prédateur. Il a enfin été démasqué. Si vous aviez été un meilleur père, rien de tout ça ne serait arrivé. » Julian avait l'air prêt à en venir aux mains, mais avec les policiers partout, il s'est contenté de grimper dans sa Mercedes et de repartir. Dès que Stephen a été incarcéré, j'ai senti un changement immédiat chez Kayla. Elle a recommencé à dormir la nuit, sans sursauter à chaque claquement de porte. Elle a décidé qu'elle voulait aider d'autres filles à repérer les premiers signes de la violence, alors elle s'est lancée avec la conseillère du lycée pour organiser des interventions où elle racontait son histoire. La première fois qu'elle a pris la parole devant la classe de seconde, sa voix tremblait mais elle n'a pas lâché, expliquant comment Stephen l'avait isolée de ses amis et lui avait fait croire qu'elle était responsable de ce qui lui arrivait. Après son témoignage, 3 filles sont venues la voir discrètement pour lui demander de l'aide à propos de leur propre situation. Suite à notre affaire, le conseil d'administration du lycée a convoqué une réunion exceptionnelle et des spécialistes des violences chez les adolescents sont venus former tout le personnel. Ils ont mis en place de nouveaux protocoles pour signaler les suspicions de maltraitance et ont ajouté des cours sur les relations saines dans l'enseignement de la santé. Le proviseur nous a avoué qu'il n'avait jamais réalisé à quel point ce problème était répandu avant que l'histoire de Kayla ne les fasse ouvrir les yeux. Pendant ce temps, les cheveux de Kayla repoussaient tout doux, en duvet, et elle passait son temps à les caresser. Au début, elle a essayé plusieurs bonnets et foulards, mais finalement, elle s'est trouvée jolie avec sa coupe ultra courte et l'a gardée ainsi un moment. Elle m'a confié que ses cheveux courts lui rappelaient que Reese avait eu assez d'amour pour elle pour faire quelque chose d'extrême afin de la sauver, et que, grâce à ça, elle savait qu'elle était assez forte pour s'en sortir, quoi qu'il arrive. Reese, de son côté, a transformé toute son énergie à protéger sa sœur en actions concrètes. Elle s'est impliquée avec nous dans des événements de sensibilisation aux violences conjugales et a aidé à préparer des colis pour la maison d'accueil des femmes. Chaque paquet était décoré de ses dessins et accompagné d'un petit mot, comme « Tu es courageuse et tu mérites d'être en sécurité ». La responsable du foyer nous a dit que les colis de Reese faisaient toujours sourire les femmes, même dans leurs pires journées. Mon mari, lui, a commencé à quitter le travail plus tôt le jeudi pour être à la maison quand les filles rentrèrent de l'école, ce qu'il n'avait jamais fait en 15 ans de mariage. On se retrouvait tous autour de la table de la cuisine avec des biscuits et du lait pendant que les filles faisaient leurs devoirs. On leur demandait vraiment comment s'était passée leur journée. Et, surtout, on prenait le temps d'écouter leurs réponses. Tous les dimanches soirs, on organisait des réunions de famille où chacun pouvait parler de ce qu'il voulait, sans peur d'être jugé. Au début, Kayla se confiait sur des petites choses, comme son stress pour un contrôle ou ses tensions avec une amie, puis elle a osé aller plus loin, parlant de sa difficulté à refaire confiance à son propre jugement. Reese, elle, montrait ses dessins d'art-thérapie et expliquait ce que les couleurs disaient de ses émotions de la semaine. 6 mois ont filé bien plus vite que je ne l'aurais cru, rythmés par les rendez-vous chez le psy, les audiences au tribunal et la reconstruction laborieuse d'un quotidien normal. À table, nos dîners sont redevenus bruyants, vrais, avec des éclats de rire à la place du silence pesant qui régnait quand Stephen était là. Kayla s'est inscrite au club de débat, a commencé à gagner des concours, trouvant sa voie sur tous les plans. Reese a appris à tricoter toute seule et a confectionné des écharpes pour toutes les femmes du foyer pour Noël. Le groupe de soutien à l'hôpital est devenu le refuge de Kayla, une bulle où elle a rencontré d'autres jeunes qui savaient ce qu'elle avait traversé. Il y avait ce garçon, Eric, dont l'ex le harcelait depuis des mois. Il s'est mis à discuter avec Kayla après les réunions, parlant de limites à poser, de signaux à repérer. Au début, il n'a jamais cherché à aller plus loin que l'amitié. Il l'écoutait quand elle avait besoin de parler et la faisait rire avec ses blagues nulles sur leurs exercices de thérapie. Quand il lui a finalement proposé d'aller au cinéma 3 mois après leur rencontre, il lui a donné 3 excuses toutes prêtes pour partir si elle ne se sentait pas à l'aise, et il lui a dit que sa mère pouvait venir la chercher si elle voulait rentrer plus tôt. Ils ont pris leur temps, tellement qu'ils ne se sont embrassés qu'après 2 mois de relation, et Eric lui a demandé la permission avant. Reese a été nominée au prix de citoyenneté du lycée pour avoir monté une campagne de prévention sur les signes avant-coureurs de la violence après ce qui était arrivé à Kayla. Elle a créé des affiches aux messages simples, compréhensibles même pour les plus petits, et a convaincu le proviseur d'organiser des interventions adaptées à chaque niveau. Le jour de la remise du prix, elle a enfilé sa plus belle robe et a fait un discours sur le courage qu'il faut pour protéger ceux qu'on aime et pour oser parler, même quand on a peur. L'inspectrice Gomez prenait régulièrement de nos nouvelles, commençant toujours par demander comment allaient les filles avant de parler du dossier. Elle nous a raconté que Stephen s'était battu 3 fois le premier mois au centre, s'en prenant à des plus jeunes, exactement comme il faisait avec Kayla.
Il a été transféré dans une unité de sécurité renforcée après avoir cassé le nez d'un autre garçon, ce qui a repoussé sa libération de 6 mois à cause de son comportement violent. Son père a tenté 2 fois de faire appel, mais le juge a tout refusé, surtout après avoir vu le dossier disciplinaire de Steven qui prouvait bien la réalité des faits. Le jour de la remise de diplôme de Kayla, il faisait un soleil éclatant. Ses cheveux avaient repoussé en une jolie coupe pixie qu'elle avait appris à mettre en valeur avec de petites barrettes. Elle a traversé la scène en tant que majeure de promo sous les acclamations de notre cercle, et même le groupe d'art-thérapie de Rhys était venu l'encourager. Que Steven continue de s'en prendre aux plus faibles en détention prouve bien qu'on ne change pas sa nature. On dirait bien que la gestion de la colère n'est pas encore au programme de l'Académie des jeunes détenus. Dans son discours, Kayla a parlé de la force qu'on découvre quand on ne s'y attend pas, et du fait que demander de l'aide n'a rien d'une faiblesse, mais relève au contraire du plus grand courage. Elle a remercié Rhys nommément de lui avoir sauvé la vie, et j'ai vu ma plus jeune fille pleurer de joie pour la première fois depuis le début de tout ça. Les lettres d'admission à l'université arrivaient depuis des semaines, et Kayla a choisi une fac à 3 heures d'ici, assez loin pour devenir indépendante, mais pas trop loin pour pouvoir rentrer à la maison quand elle en sentirait le besoin. Cet été-là, elle s'est inscrite à un cours d'autodéfense et a réussi à convaincre Eric de s'y joindre. Ensemble, ils ont appris à se protéger, mais cette fois d'une façon saine. Nous sommes allés acheter tout ce qu'il fallait pour la résidence universitaire, et elle a opté pour des couleurs éclatantes, à 1000 lieues des vêtements sombres qu'elle portait quand elle était avec Steven. Elle a posé sur son bureau une photo de notre famille, dont une d'elles est Rhys après le procès, où on les voit toutes les deux éclater de rire en regardant quelque chose sur le téléphone de Rhys. La veille de son départ pour la fac, Kayla est venue se glisser dans le lit de Rhys, comme elle le faisait souvent étant petite. Le lendemain matin, je les ai trouvés encore enlacés, le bras de Rhys posé, même en dormant, avec tendresse autour de sa grande sœur. Au moment de charger la voiture, Kayla a serré Rhys très fort dans ses bras avant de lui souffler quelque chose à l'oreille, et elles se sont mises à rire et pleurer à la fois. Avec le recul, en repensant à tout ce qui s'est passé depuis ce matin où Rhys a rasé la tête de sa sœur, j'ai compris que ce geste fou d'amour avait finalement sauvé Kayla de bien pire que de manquer le bal de promo. On a compris, dans notre famille, que se protéger les uns les autres, ça veut parfois dire faire des choses difficiles, un peu folles sur le coup, mais qui s'avèrent finalement exactement ce qu'il fallait. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir partagé toutes vos questions aujourd'hui. C'est toujours passionnant de voir jusqu'où la curiosité nous emmène. À très vite. Et surtout, pensez à liker la vidéo. Ça aide bien plus que vous ne l'imaginez.